Coconut Podcast présente son spécial Haïti en personne avec Dominique Olivier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Alors, bienvenue en ce spécial portant sur Haïti, première république noire à obtenir son indépendance. Nous sommes le 1er janvier 2022. On va vous souhaiter une bonne année à tous, santé, prospérité et le reste viendra. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une grande personnalité à l'émission. Elle est également tenante d'un héritage familial, messieurs, dames. On va apprendre à découvrir très rapidement cet héritage qui est le sien. Aujourd'hui, nous la recevons pour le travail qu'elle a accompli. Aux élections municipale du 7 novembre à Montréal, elle a été élue comme conseillère du district du Vieux-Rosemont dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, mais surtout notre mairesse, Madame Valérie Plante, l'a choisie dès les tout débuts, dès son annonce le 12 septembre 2021, comme étant celle qui occuperait, oui, le poste de présidente du comité exécutif à la ville de Montréal. C'est chose faite, messieurs, dames. Alors, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons une grande dame qui a marqué l'histoire, oui, des élections au Québec le 7 novembre dernier en devenant la première femme noire à occuper le poste de président du comité exécutif. Alors, sans ne plus tarder, accueillons à Coconut Podcast, Madame la Présidente, Madame Dominique Olivier, messieurs, dames. Bonjour, quel accueil enthousiaste! Écoutez, pour ce que vous avez accompli, vous venez de marquer l'histoire, Madame Olivier. Cette introduction, elle est très peu. Alors, nous vous souhaitons la bonne année. Merci, pareillement. Excellent, excellent. Et surtout, nous vous disons félicitations encore une fois pour ce que vous venez d'accomplir et pour le travail que vous avez accompli les années précédentes. Alors, d'entrée de jeu, la question qu'on pose à tous nos invités, sachez que nous avons reçu Madame Valérie Plante à l'émission et la question que nous lui avions posée, comment ça va, Madame Olivier? Eh bien, ça va très, très bien. Ça va très vite, mais ça va très bien depuis l'élection. J'avais beau avoir passé la dernière décennie dans l'environnement municipal. Quand même, c'est beaucoup de nouveaux dossiers à apprendre. Je passe de gérer un budget de quelques millions à gérer un budget de quelques milliards. De gérer quelques dizaines d'employés à superviser la gestion de dizaines de milliers d'employés. Donc, vous comprenez qu'il y a des apprentissages qui doivent se faire très vite. Tout à fait. Écoutez, vous avez quand même été préparé à la chose publique, sachant que vous avez passé 12 années, n'est-ce pas, à l'Office de consultation publique de Montréal. Vous étiez également à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Vous avez occupé des postes dans les cabinets de grands politiciens, entre autres Monsieur Duceppe. Il était très content de votre élection. Madame Olivier, vous avez une maîtrise en génie, mais également en administration publique. Alors, on sait, ça c'est clair, que vous êtes prête pour cette grande tâche qui vous attend, mais on n'a pas peur pour notre présidente du comité exécutif. Là. Oui, ben merci, c'est très, très, très gentil de ce vote de confiance. Effectivement, c'est un peu la synthèse, je dirais, à la fois de ma formation et de ma carrière. Je corrige quand même, formation en génie maîtrise en administration publique, pas deux maîtrises. mais des choses, en fait, c'est intéressant pour moi parce que j'avais déjà touché à la politique, j'avais touché, comme vous l'avez dit, aux organismes communautaires, aux grands organismes parapluies, et depuis une dizaine d'années, à titre de commissaire puis présidente de l'Office de consultation, j'ai vu passer presque tous les grands dossiers, les grands projets qui sont en réalisation maintenant à Montréal.
Et je trouvais que c'était un peu normal, après avoir entendu pendant une décennie les gens me dire ce qu'ils voulaient, de passer de l'autre côté et d'être capable d'être parmi les gens qui faciliteraient l'avènement de leurs désirs. Super. Écoutez, on va rentrer dans le plat principal. Nous vous avons pour quelques minutes. Hein. On sait que vous avez une grande rencontre qui vous attend dans quelques instants. Même lorsque on travaille de la maison par moment. Mais Madame Olivier, commençons d'entrée de jeu. Vous avez été élu le 7 novembre. On a appris le 12 septembre que Madame Plante vous choisissait pour représenter Projet Montréal dans le district du Vieux-Rosemont, mais également que vous seriez la présidente du comité exécutif. Comment avez-vous vécu cette campagne électorale? Est-ce que vous vous y attendiez? Vous étiez déjà à la Chambre des communes à un certain moment, mais là... Le gouvernement du Québec, disons que je savais à quoi m'attendre pour la campagne électorale, parce que j'avais eu l'occasion d'accompagner plusieurs députés, plusieurs ministres dans des campagnes électorales. Donc, j'avais une bonne idée de ce qui m'attendait. Mais je vais vous dire que c'est un exercice, en quelque sorte, d'humilité. Dans ce sens que Madame Plante peut bien avoir émis le souhait que je sois présidente du comité exécutif, mais il fallait d'abord passer le test de la population. Pour moi, il fallait d'abord que je sois élue dans mon district. Donc, il a fallu aller à la rencontre des gens, écouter leurs préoccupations, les convaincre que j'étais une bonne personne pour les représenter. Et en ce sens-là, la question se posait aussi, est-ce qu'en occupant ces fonctions à l'hôtel de ville, de présidente du comité exécutif, vous allez avoir du temps pour le district? Et ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant de prendre des engagements envers les gens sur lesquels, croyez-moi, depuis le 7 novembre, dès le 8 novembre, les gens me disaient, on s'est rencontrés au coin de telle rue et telle rue, on a discuté de ça, quand est-ce qu'on s'attelle au sujet. Alors, c'est très, 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 c'est un exercice, je pense, qui est à la fois gratifiant, mais à la fois, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et de beaucoup de gratitude, parce que les gens vous font confiance d'abord et avant tout. Super, ben écoutez, être la grande argentière de la ville de Montréal, il y a quand même une certaine fierté de vos commettantes et commettants. Ça, on l'a vu en faisant les recherches sur les photos que vous preniez avec vos différents électeurs, électrices. On sent que les gens étaient contents. Puis surtout, vous avez été élu avec un suffrage assez important, là, une marche quand même. 70%, oui, 70% des suffrages exprimés. Effectivement, c'était un grand vote de confiance. On peut dire que vous avez été plébiscité. Bon, voilà. Madame Olivier, grande argentière. Alors, tous les grands projets, en quelque sorte, hein, vous êtes en quelque sorte au Conseil du Trésor, si on veut. Mais à la fois ministre des Finances et Conseil du Trésor. À la fois la capacité de le donner, mais aussi la capacité d'être obligé de réguler et de choisir, effectivement. Super. Alors, quels sont les grands dossiers sur lesquels vous vous attellerez lors des 100 premiers jours de votre mandat? Vous savez, ces 100 premiers jours si fatidiques. Oui. On vous écoute. Oui, alors, c'est sûr que pour les 100 premiers jours, nous avons un certain nombre de choses à mettre en place. Si je vous parle de mes dossiers à moi, plus précisément, ben, il y a bien sûr à faire voter le budget à la fin du mois de janvier. Donc, qui est un exercice qui a pris, je vous dirais, presque tout notre temps pour la fin de 2021, de 2021. Il y a aussi, bien entendu, vous savez, dans mes responsabilités, j'ai aussi les relations gouvernementales, j'ai également la protection de la langue française et j'ai également la lutte au racisme. Alors, c'est sûr qu'il fallait que dans les 100 premiers jours, pour moi, il y ait un engagement important sur ces deux dossiers-là. Il ne fallait pas qu'ils soient oubliés à l'intérieur de toutes les responsabilités d'argent. Donc, c'est sûr que
Pour ce qui est de la protection de la langue française, on s'est doté d'un plan de valorisation. Donc, on va mettre en place. Il y a un commissaire, je pense. Un commissaire qui a été Mhm. déjà nommé, en novembre, Mhm. fin octobre, début novembre. Il y a Madame Harel, qui est une ancienne ministre du gouvernement du Québec avec qui j'ai eu la chance de travailler déjà. En fait, qui a été celle qui a fait mon entrée en politique. J'ai commencé en politique en travaillant à son cabinet. Madame Harel, Elle va être en charge d'un comité chargé de surveiller l'application de toutes nos obligations en termes de langue française. C'est superbe. Et on va nommer l'équivalent d'un conseil de la langue française pour Montréal pour s'assurer que vraiment à Montréal, ça continue à être la plus grande métropole francophone en Amérique. Ceci dit, il y a aussi le dossier de la lutte au racisme et à la discrimination systémique. Comme vous le savez, j'étais à l'office quand on a fait cette grande consultation. Où ont participé plusieurs milliers de personnes. Oui. Alors, on va rendre public ce qui a été fait dans la première année depuis la consultation, mais surtout le plan d'action pour s'assurer qu'à court et à moyen terme, on puisse essayer d'éradiquer ou tout au moins de changer significativement tout ce qui peut être comme pratique, tout ce qui peut exister comme pratique, souvent inconsciente, mais discriminatoire néanmoins, et voilà, et s'atteler au racisme systémique. Donc, je vous dirais, dans mes dossiers à moi, c'est ce qui va venir, mais il faut pas non plus oublier qu'on a pris des engagements en termes d'habitation, en termes d'itinérance, on vous a entendu. Oui. Voilà. Le dossier de l'itinérance autochtone nous a beaucoup interpellés pendant les premiers jours, je vous dirais pendant les premiers 30 jours du mandat, parce qu'il y a vraiment des fléaux dont il faut s'occuper. Et la sécurité. Et bien sûr, la question de la sécurité. Et bien sûr, la question de la sécurité. Voilà. Pour faire du pouce sur cet aspect sécuritaire, là, vous êtes en train de préparer le budget que vous allez nous présenter aux citoyennes et citoyens à la fin janvier. On va le voter à la fin janvier. On va le voter. Bon, merci de... Oui. Mais il est déjà disponible au mois de janvier. Il est déjà disponible au public. Ouais, bon, on n'est pas encore au conseil, là, nous autres. Vous êtes en train de nous faire une certaine éducation populaire à tous. C'est excellent d'avoir des gens des différentes communautés comme ça, ils sont capables de vulgariser par la suite. Super, Madame Olivier. Oui. Au niveau de la sécurité, Madame Plante, vous-même, sur quoi êtes-vous en train de plancher? Avez-vous quelques chiffres pour nous ou du moins dans le budget que nous allons voter fin novembre? Est-ce qu'il y a une partie... Fin janvier, excusez-moi, que nous allons voter fin janvier. Est-ce qu'il y a un pourcentage, une partie qui est réservée pour vraiment sécuriser les rues de Montréal? C'est un souhait des citoyennes et citoyens. On vous écoute là-dessus. Absolument. Écoutez, Madame Plante a toujours été claire depuis le début qu'il fallait agir à 3 niveaux en matière de sécurité. Le premier, bien sûr, il fallait contrôler le trafic d'armes illégal et ça se fait, c'est plutôt au gouvernement fédéral de vérifier comment ça se passe à l'entrée des frontières. À cet effet-là, nous avons rencontré le premier ministre du Canada, M. Trudeau, et on a pu échanger avec lui sur nos préoccupations en matière de contrôle des armes à feu. Le deuxième champ d'intervention, c'est bien sûr la lutte aux gangs de rue et au crime organisé. Vous le savez, on avait promis d'embaucher 250 policiers de plus cette année. On a vu très récemment encore des épisodes où on entend les jeunes nous dire qu'ils ont peur quand ils sortent de l'école, qu'ils ont peur d'être les prochaines victimes. Donc, on peut pas laisser les gens vivre dans la peur. Il faut absolument qu'on sécurise la présence policière. Mais je vous dirais encore plus important, et vous savez que mon collègue Alain Vaillancourt, qui a été nommé élu responsable de la sécurité publique, est un travailleur social. Et par cela, on voulait envoyer un message clair qu'il y a beaucoup de travail qu'on peut faire dans la prévention,
qu'on peut faire avec les organismes communautaires. On va mettre 5 millions de dollars dans le budget cette année pour soutenir les organismes communautaires qui font du travail de rue, qui font du travail de prévention auprès des jeunes. Et de façon plus large, je cherche à voir comment, dans les 10 prochaines années, on peut faire des investissements qui sont structurants dans les quartiers en termes d'équipements collectifs, de bibliothèques, de maisons de jeunes, de centres communautaires, pour justement permettre aux gens d'avoir des options dans la vie, puis de pouvoir voir qu'on peut atteindre une certaine égalité des chances à travers des activités plus structurées. L'exercice mathématique qui est le vôtre est assez, pas facile, je pourrais dire, puisque vous avez un budget de près de 7 milliards de dollars. Bon, on sait qu'il est de 6 milliards, 170 millions. Ouais, 6,3, on va dire comme ça. Monsieur Benoît Doré, qui était président du comité exécutif, nous avait amené quelques chiffres au mois d'août 2021, en quelque sorte, nous disant qu'il fallait s'attendre à un trou probable de 780 millions. Sur 3 ans, quand même. Sur 3 ans, ouais. C'était aux alentours de 120 millions. De 311 millions au moment où il vous a parlé pour l'année prochaine. Mais vous savez, c'est un exercice qu'on a à refaire continuellement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais à la fois ministre des Finances et Conseil du Trésor, on n'a pas le droit comme municipalité de faire des déficits. Donc, il faut faire des choix pour équilibrer le budget. Et c'est ce qu'on a dû faire. On a dû, bien sûr, aller puiser dans certaines réserves que la ville a de surplus accumulé. Il a fallu faire des choix en termes de paiement, en termes de projets à commencer, jusqu'à ce qu'on soit capable de balancer le budget, ce qui normalement est fait. On n'a pas le choix. Mais ça pose la question, et c'est une de mes priorités pour l'année qui vient, ça pose la question de l'assiette fiscale, ça pose la question des revenus, du partage des revenus entre les différents paliers de gouvernement. Un gel des taxes foncières, madame, parce qu'on sait qu'il y a eu un gel. Est-ce que... À l'inflation. À l'inflation? À l'inflation, mais pour la première année, pour l'année qui vient, un maximum de 2 quand on sait que l'inflation est à 4 Et on essaye de vraiment ramener de l'équilibre en respectant la capacité de payer des citoyens. Donc, on a dû, là encore, faire des exercices un peu déchirants. mais ça pose vraiment la question, est-ce que une assiette fiscale, une assiette de revenus qui est basée sur la valeur des propriétés, c'est assez pour rendre des services aux personnes, hein? Quand on veut combattre l'itinérance, lutter contre la pauvreté, intervenir en développement social, c'est pas faire des ponts, des routes et des chaussées. Incroyable. Écoutez, moi, là, je suis stupéfait. Du 12 septembre à aujourd'hui, vous maîtrisez, du moins, vous connaissez quand même très bien les dossiers. On essaie de vous avoir avec une petite question. Hop, vous répondez. En tout cas, Madame Olivier, c'est du bon boulot. On sait déjà que vous étiez une bourreau de travail parce que, vous êtes quelqu'un qui aimait bien faire les choses. En tout cas, vous êtes bien parti, là. Merci. Super. Écoutez, pour terminer l'entrevue, Madame Olivier, cette élection du 7 novembre, nous le disions, en fut une historique. Hein? Absolument. On sait qu'il y a 61 femmes au conseil municipal sur 103 élus. Absolument. C'est quand même important. Au comité, au conseil de ville, au comité exécutif, au comité exécutif, eh bien là, Madame Plante nous a pas surpris parce qu'on savait déjà qu'elle était une avant-gardiste, mais là, elle a fait une place importante à la gente féminine, mais également issue des communautés culturelles. Écoutez, Madame la présidente du conseil municipal, Madame Mouelet, nous avons notre responsable à la culture et au patrimoine, Madame Erika Alneus. Vous avez Madame Sophie Mauzerole, hein, mon espagnol ou mon italien y arrive, en transport mobilité. Oui, Madame Atois, également mairesse dans Côte-des-Neiges, vous-même présidente du comité exécutif.
Oui. La diversité est plus que présente. En 4 ans, Madame Plante, elle a corrigé le tir, si on peut dire. Votre réaction à avoir autant de femmes et surtout issues des communautés culturelles, on vous écoute là-dessus, Madame Olivier. Ben, vous l'avez dit, Alain, le principe intéressant de cette élection, c'est non seulement qu'il y a eu un grand nombre de femmes qui ont été élues, un grand nombre de femmes de la diversité qui ont été élues, ce qui n'avait jamais été vu. Et ça nous a permis d'aligner les CV de tout le monde et de choisir les meilleures personnes pour pouvoir venir au comité exécutif et diriger la ville. Et on s'est rendu compte que naturellement, puisqu'on avait un grand bassin de choix, ben, il y avait un grand bassin de personnes qui pouvaient exercer. De grandes infirmières, de grandes avocates, exactement, entre autres. Des avocates, des infirmières, des personnes de la philanthropie, des personnes des milieux communautaires. Pour 3 points, Madame Alnier. L'embarras du choix. Et moi, je vous dirais que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est surtout le fait qu'on a été tellement à être élus. Si vous regardez juste de la communauté haïtienne, tout parti confondu, je pense qu'on a 8 élus qui sont d'origine haïtienne. C'est absolument intéressant. Monsieur Bernier, là, il a fait tout un travail, votre président à Projet Montréal. Wow. Le président du parti a fait un grand travail là-dessus. Et ce que ça permet, c'est qu'on n'est plus obligé d'être le seul représentant de la diversité. Donc, de toujours parler pour les voix de la diversité, ça nous permet de laisser nos expériences aussi parler. Et pour moi, c'est ça qui est le véritable... Pour moi, c'est ce qui est le véritable avancement qu'on fait à l'heure actuelle. On n'a pas besoin d'avoir peur d'oublier la voix des femmes parce que les femmes sont présentes en grand nombre. On n'a pas besoin d'avoir peur d'oublier les voix des personnes racisées parce que des personnes racisées, il y en a à tous les échelons à l'heure actuelle des niveaux de décision au conseil municipal. Il y en a dans toutes les commissions, il y en a partout. Alors, ça devient intéressant quand on peut avoir un regard plus large sur les enjeux sociaux, mais aussi savoir qu'on ne sera pas les oubliés dans les prises de décision. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Écoutez, de Port-au-Prince à Amos en Abitibi, c'est incroyable, là. Madame Plante également vient de l'Abitibi. Oui. C'est intéressant. Vous êtes la tenante d'un héritage familial. On se laisse là-dessus. Écoutez, quelles ont été les réactions des Glémaux, de la famille de maman, de Marie-Josée? Quelles ont été les réactions des Olivier? Papa Émile Olivier, mais alors là, chevalier de l'Ordre du Québec, il va même être décoré à maintes reprises. Il reçoit les prix Jacques Roumain, grand écrivain. Il reçoit le prix du Livre de Montréal, pour ne nommer que ceci. Madame Olivier, vous êtes d'origine haïtienne. Vous en avez parlé très rapidement. Aujourd'hui, nous fêtons cette indépendance d'Haïti. Aujourd'hui, Haïti, ça va pas si bien, mais on mange notre soupe joumou, là, notre soupe aux courges avec fierté. Vous, si vous aviez un mot pour les Haïtiennes et Haïtiens qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait ce mot? Car vous représentez ce rêve québécois véritablement. Quel serait ce mot que vous auriez? Nous vous écoutons. Écoutez, je veux quand même vous dire que mes racines haïtiennes sont quand même bien ancrées et que même si je suis venue au Québec quand j'étais un bébé, l'histoire de ma famille est vraiment enchevêtrée avec celle d'Haïti. Mon arrière-arrière-grand-père était le général Souffrant qui a combattu pour la guerre d'indépendance. Mon grand-père maternel, c'était mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père paternel, mais mon grand-père maternel a été maire de la ville d'Écailles, malheureusement, tristement célèbre à travers le monde depuis le dernier séisme, pendant 20 ans. Et avait déjà des idées très progressistes là-dessus. Vous l'avez dit, mon père a été un des meneurs de la grève des étudiants contre Duvalier à la fin des années 50. D'où pourquoi il a quitté, s'est installé au Québec en 1968. En 65, oui. Mais absolument, il a fui après avoir fait de la prison. Donc, il a toujours été un intellectuel
très, très, très concerné par sa patrie d'origine. Il disait d'ailleurs toujours qu'il était québécois le jour, mais toujours haïtien la nuit. Alors, dans ses rêves, il retournait toujours et il était concerné. Alors, moi, je dirais, on va souhaiter aux gens du pays natal que les choses... d'abord, que la nature soit un peu plus clémente avec eux et arrête de nous envoyer cataclysme par-dessus cataclysme, que les choses politiquement se stabilisent et surtout qu'on puisse retisser à travers notamment un dossier que j'ai, celui de la francophonie, des liens durables, pérennes pour pouvoir permettre au pays d'avancer. Il y a une collaboration extraordinaire qui existe depuis des années entre Montréal et Port-au-Prince. Et je veux assurer tout le monde qu'on va la poursuivre pour essayer de faire avancer le pays natal. Et aux jeunes de la 2e génération, de la 3e génération, de la 4e génération qui sont ici, j'ai envie de dire, ne vous retenez jamais de rêver grand. Hein? Yes. Moi, je rêvais à 6 ans d'être maire de Montréal et me voilà maintenant numéro 2 de la ville de Montréal. Wow. Il faut croire en ses rêves, il ne faut pas laisser les gens baliser vos horizons. Vous pouvez être ce que vous voulez dans l'avenir. Madame Olivier, vos remerciements. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné cette occasion de vous présenter ce qui se fait dans la ville de Montréal. Et je pense que ce n'est que le début. On aura l'occasion de se reparler bien souvent. Oui, et en personne, ça c'est clair. On va se déplacer à l'hôtel de ville, voir vos bureaux. Avec plaisir, vous viendrez voir notre bureau. Et celui de Mme Mouélé, la présidente. Oui, ça c'est sûr. Écoutez, en terminant, en 2005, vous faisiez une conférence, une adresse à la Maison d'Haïti et vous vous disiez étonné de l'image que projettent les médias québécois sur l'immigration. Eh bien, près de 15 années après, je peux vous dire que les médias ils n'ont pas eu le choix, je ne sais pas, mais ils étaient quand même fiers de faire savoir au reste du monde que les donnes étaient en train de changer au niveau de la diversité à Montréal, même au Québec, à Repentigny. On a vu à Québec, il y a la diversité qui s'implique de plus en plus à Saint-Jérôme, qui s'implique en politique municipale, provinciale et fédérale. Mais en tout cas, Madame Olivier, Coconut Podcast a eu cette opportunité de faire le tour du Québec et d'aller à la rencontre des communautés des Premières Nations. Et nous avons appris en langue Innu, on nous dit « Chinashkumitin ». Vous qui venez de l'Abitibi, nos frères et sœurs algonquins nous disent « Miigwech ». Dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations, entre autres Mohawks, nous disent « Niawen ». On s'est rendu voir nos frères et sœurs Abénaki et en langue Abénaki dans le centre du Québec, ils nous disent « Oléone ». Puis nous autres, on n'arrête pas Coconut Podcast. On s'est rendu dans la ville de Québec. On retrouve les Hurons Wendat et en langue Wendat, on nous dit « Teawek ». Alors, Madame la présidente du comité exécutif, nous sommes quand même tenants d'un héritage taïno-arawak, puis on va vous le dire dans la langue de Pétion, puis de Toussaint. Merci, en pile. N'a souhaité une année 2022 des plus incroyables. Et puis, Coconut Podcast, n'a derrière président de comité exécutif là, afin de vous appuyer. Et lorsque vous avez besoin de nous communiquer ou d'éclaircir quelque chose sur la place publique, Coconut Podcast vous offrira son micro. Sur ce, Madame la Présidente, on vous dit bonne journée et surtout bonne année. Merci. Bonne année à vous aussi. Au revoir. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec la présidente du comité exécutif à la ville de Montréal. C'est la 2e magistrate en importance sur, oui, la ville de Montréal. Incroyable. Un moment historique. À Coconut Podcast, nous sommes en train de faire des rencontres, de parler à des gens qui marquent l'histoire. Alors sur ce, comme à l'accoutumée, on vous dit, on se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre de ce spécial
portant sur Haïti, première république noire à avoir obtenu son indépendance. Alors, on vous dit, dans la langue de chez nous, oui, Nyawen, merci, au revoir.